C'est fait en 2 temps. Heu, le but, c'était de mieux comprendre la violence dans les couples d'hommes pour connaître leurs besoins spécifiques pour l'intervention et ça a été fait en 2 temps. Donc dans un premier temps, on a fait des entrevues individuelles avec 23 hommes gays qui avaient vécu de la violence conjugale. Ils étaient âgés entre 26 et 72 ans. Ils étaient principalement québécois, mais il y en avait 2 qui étaient originaires d'Amérique latine et un de l'Afrique australe. Ils résidaient dans différentes régions du Québec et leur statut socio-économique était diversifié, mais globalement élevé. Et ensuite, on a pris les résultats préliminaires de ces groupes de ces entrevues-là, pardon, pour en discuter dans des groupes de discussion avec des intervenants et intervenantes pour avoir leur rétroaction. Donc, c'était des personnes qui étaient soit dans les services policiers ou qui travaillaient dans des ressources destinées aux personnes LGBT, des ressources pour hommes qui exercent de la violence ou des ressources pour les victimes d'actes criminels. Nos participants, est-ce qu'ils étaient dans des relations ouvertes ou exclusives? Ça, c'est le portrait ici. Donc, il y en a 8 qui étaient dans une relation ouverte, 10 dans une relation exclusive, 3 où ça avait évolué dans la relation. Donc, soit ils avaient commencé par être exclusifs, puis ils avaient ouvert la relation, ou vice-versa. Et 2 où ce sujet-là n'avait pas vraiment été discuté là, explicitement entre les partenaires. Et un fait intéressant, c'est que parmi les participants qui s'étaient entendus pour avoir une relation exclusive, il y en a un seul sur les 23 qui a mentionné que cette exclusivité-là a effectivement été respectée par les 2 partenaires. Et là, maintenant, on va aller voir comment tout ça peut être relié à la violence. Donc, on a identifié différentes manifestations de violence qui peuvent être liées aux relations exclusives et dans les relations ouvertes. On va aller les voir chacune en détail. La première, c'est une manifestation classique, là, dans les relations exclusives, donc c'est le fait de tromper son partenaire. Mais attention, on n'a pas considéré d'emblée le fait de tromper son partenaire comme de la violence conjugale. Et en fait, ça a été le sujet de vraiment beaucoup de discussions là, au sein de l'équipe de recherche. Est-ce que tromper, c'est de la violence ou c'est pas de la violence? Et on s'est ramené à notre définition de la violence que j'avais présentée au début. Et dans cette définition-là, on met l'accent sur le fait qu'il doit y avoir un préjudice pour la personne qui subit la violence. Donc, on a considéré que tromper son partenaire, c'était de la violence si la personne trompée, disons, avait subi un préjudice. Par exemple, ici, l'intervieweur demandait aux participants, de son côté, est-ce que ça arrivait que votre partenaire ait des relations sexuelles extra-conjugales? Et le participant répond oui, et ça me frustrait énormément. Moi, je pense que tout ça, c'était les débuts de la violence qui approchent. Donc, on voit ici clairement le préjudice. La personne dit ça me frustrait énormément et même le participant ici fait lui-même le lien avec la violence. La deuxième forme, toujours dans les relations exclusives, c'est tromper son partenaire puis subir sa violence en retour. Par exemple, ici, le participant nous dit il me fait une énième crise de jalousie. Il me demande m'as-tu jamais trompé? J'ai dit oui en 2000. Il dit as-tu aimé ça? J'ai dit j'ai certainement aimé ça. Et là, je reçois un coup de poing en pleine face. Donc, là, c'est assez direct. Ici, on a la situation inverse, c'est-à-dire que la personne subit la violence de son partenaire et le trompe en retour. Et là, dans la citation, c'est le même participant que la diapositive d'avant, là. Ici, il est en train d'expliquer que c'est en fait la violence subie par son partenaire qui l'a amené à le tromper. Il dit: «Il m'a tellement fait chier avec sa jalousie qu'un jour, je me suis dit: "Bon, je vais m'amuser un peu, ça va faire du bien"». Maintenant, dans les relations ouvertes. Donc, dans les relations ouvertes, les partenaires conviennent qu'ils peuvent avoir des relations avec d'autres personnes, c'est permis, mais en général, les partenaires vont s'entendre quand même sur des conditions à respecter lorsqu'ils vont avoir des relations avec d'autres personnes. Et là, ici, la forme de violence en serait dans le fait de ne pas respecter les conditions convenues en ayant une relation extra-conjugale. Ici, on a l'exemple d'un participant qui avait convenu avec son partenaire que s'il avait des relations avec d'autres personnes, ça ne devait pas se dérouler dans leur appartement. Et là, il nous dit: «J'avais oublié un document chez moi. Alors, j'ai reviré de bord. Quand j'ai ouvert la porte, le gars était tout nu dans le salon. Mon appartement, c'était sacré pour moi. Et là, il venait de briser ça. Je me sentais plus chez nous». Et on a aussi le fait de ne pas respecter les conditions convenues, mais lorsque c'est le partenaire qui a une relation extra-conjugale. Par exemple, ici, le participant nous dit il faisait juste
Disons: «Ah, mais t'es allé voir un autre gars. T'es comme dégoûtant, puis là, tu viens me voir après». Il aimait ça rencontrer d'autres gars. Mais moi, de mon côté, si je voulais voir d'autres gars, là, ça posait problème. Donc, autrement dit, c'est comme si le participant ici, il ne pouvait pas faire, entre guillemets, respecter son droit d'avoir des relations en dehors du couple, comme ça avait été convenu. On s'est aussi demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir de la violence dans la négociation des ententes sexuelles? Malheureusement, nos résultats ne nous ont pas permis de creuser ça vraiment en détail et avec certitude, mais on pense que dans les récits, il y aurait peut-être certaines négociations d'entente sexuelle qui auraient pu être empreintes de violence, notamment en étant faites peut-être un peu sous la contrainte ou avec une certaine pression. Et là, évidemment, c'est pas évident de départager dans une négociation qu'est-ce qui relève d'une négociation ou d'une concession normale entre 2 conjoints versus qu'est-ce qui relève, d'un contexte de violence. Mais bon, c'est quand même des pistes là, à considérer. Ici, on a l'exemple d'un participant il vivait sa première relation avec un autre homme et son partenaire il lui a mis une certaine pression là, dès le départ pour accepter d'avoir une relation ouverte. Et là, le participant, il s'est retrouvé à accepter un peu malgré lui, alors qu'il n'était pas tout à fait convaincu parce qu'il voulait pas perdre son, son conjoint. Il dit, il m'a avoué que lui, il préférait vraiment avoir un couple ouvert parce qu'il y avait une forte libido. Moi, je ne savais pas trop quoi penser de ça parce que je viens d'une famille qui est plutôt traditionnelle, qui croit à la fidélité et tout ça. Mais en même temps, dans un couple gay, je ne savais pas trop à quoi m'attendre nécessairement. Puis comme je voulais continuer d'apprendre à le connaître, ben, j'ai accepté ça. Ici, c'est le même principe, mais en fait, c'est plutôt le fait d'accepter l'exclusivité à contre-cœur. Le participant nous dit qu'il était très possessif. Ça faisait même pas 2 mois qu'on se connaissait, puis il voulait l'exclusivité dans la relation parce qu'il était insécure. Ce genre de demande-là, ça m'a toujours amené de la méfiance et ça me faisait reculer. Mais là, on dirait que j'avais peur de perdre son support. On a encore ici un autre exemple, là, tout simple. Il dit: «On était un couple fermé, puis c'était l'exclusivité. Moi, je n'étais pas satisfait, mais je respectais ça pour lui». En conclusion, nos données nous ont permis d'identifier certaines manifestations de violence conjugale qui sont en lien avec le bris d'entente d'exclusivité ou encore des conditions pour avoir des relations extraconjugales. C'est des pistes qui sont vraiment exploratoires, mais déjà, ça met en relief l'importance Excusez-moi, de... Claudia, il vous reste 2 minutes. Oui, parfait, j'achève, merci. Mais ça met déjà en relief l'importance d'outiller les hommes gays, premièrement, pour se positionner entre l'idéal dominant, sécurisant de la monogamie et l'attrait de la monogamie. Donc, essayer de les outiller pour qu'ils puissent se positionner, pour savoir qu'est-ce qui leur convient mieux dans leur relation à ce moment-ci de leur vie, qu'ils puissent faire vraiment un choix éclairé, informé. C'est important de les outiller aussi pour qu'ils puissent convenir d'une entente sexuelle qui soit explicite, satisfaisante, équitable avec leur partenaire et de la respecter. Donc, qu'ils puissent vraiment négocier ouvertement, de bonne foi avec leur partenaire et aussi qu'ils soient en mesure de respecter l'entente établie. Parce qu'on l'a vu que ce qui posait problème, c'était beaucoup le fait de briser ces ententes-là. Et d'ailleurs, si les partenaires n'arrivent pas à respecter les ententes qu'ils ont établies, c'est peut-être signe qu'ils doivent revoir l'entente ou la réajuster. Ça montre aussi l'importance d'outiller les hommes gays pour développer des compétences relationnelles et communicationnelles. Et ça, déjà, ça aiderait là, à prévenir la violence conjugale en général, mais c'est des compétences qui sont particulièrement utiles pour des sujets qui sont aussi sensibles que ça. Là. Et finalement, ben, on invite à faire vraiment attention aux biais mononormatifs. C'est-à-dire on sait que la monogamie, c'est la norme dans notre société, mais ce n'est pas la seule possibilité qui existe. Et il faut faire attention parce que les hommes gays ils peuvent déjà être stigmatisés en fait du fait qu'ils sont gays. Et si en plus on les stigmatise du fait qu'ils ne sont pas monogames, eh bien, on risque d'être moins alerte, puis il y a certaines formes de violence qu'ils peuvent vivre qui pourraient passer un peu sous silence. Parce qu'en fait, on a tendance à tolérer plus de violence envers les groupes stigmatisés. Donc, c'est à faire attention à ça. Donc, voici les références qui ont été utilisées pour la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez suivre la page Facebook. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse courriel du projet ou me contacter directement. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Claudia. Donc, vous allez être redirigée dans un instant vers la salle commune. Parfait, merci.